qui est devenu très gâté et persuadé que tout lui était dû, et malheureusement, le mal s'en mêle parfois. Pendant 10 ans, il a été tenu à l'écart en prison. Aucune interview, aucune réponse. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Pas même un signalement. Le monde retiendra peut-être ce diplômé de Princeton, autrefois grand, athlétique et très beau, élevé dans le privilège. Mais voici Tommy Gilbert Jr. aujourd'hui. Le récit oublie de nombreux faits de l'affaire. Je pense que je suis désolé, je plaide mon innocence. Vous vous considérez comme innocent. Dans ce qui serait une interview très différente avec un tueur, pourrions-nous obtenir des réponses du Golden Boy? « 911, où est l'urgence? C'est au Wing de Beacon Place. Quelles sont les rues, à l'angle? 50e et 51e. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Madame, mon mari est, je crois, mort. D'accord, s'il vous plaît, Rose. Nous sommes le 4 janvier 2015, un après-midi froid à New York. Il est environ 15h30. Le standard du 911 reçoit un appel provenant du Wing to Beekman Place, une enclave riche et exclusive de 2 pâtés de maison à l'est de Manhattan. J'ai déjà passé l'appel. Très bien, ils vont arriver rapidement. Les pompiers, la police et les secours arrivent. Est-ce qu'il est au sol? Oui, il est au sol. D'accord. Je veux que vous ouvriez sa chemise. Mais ce n'est pas une urgence médicale ordinaire. Je pense qu'il est mort. On lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus. Oui, puis-je poser une question? Oui. Bonjour, madame. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre mari? Oui. Il y a combien de temps? Probablement il y a 10 ou 15 minutes. 10 minutes peut-être. Par qui? Mon fils qui était fou. Mais je ne savais pas qu'il était aussi fou que ça. Thomas Gilbert Sr., 70 ans gestionnaire de fonds spéculatifs à Manhattan, a été tué d'une balle dans la tête. Son propre fils, Tommy Gilbert Jr., 30 ans, est le principal suspect. Et il est toujours en fuite, armé. Pour comprendre comment cette matinée est devenue tragique, il faut remonter plusieurs années en arrière. Sur le papier, Tommy Gilbert Jr. avait tout pour lui. Un père qui était une figure de Wall Street, des études à Princeton, une tradition familiale, un appartement à Manhattan, un style de vie luxueux financé par son père. Il est allé dans les meilleures écoles. Il a reçu la meilleure éducation. Pour préparer cette affaire complexe, nos recherches nous ont ramenés au début de l'histoire de Tommy en partant de l'auteur du livre sur lui. Il a un QI de 140 d'ailleurs. Vous savez, ses professeurs parlaient de ses qualités de leader. L'auteur de True Crime, John Glatt, a passé des années à enquêter sur l'affaire Gilbert pour son livre Golden Boy, un meurtre parmi l'élite de Manhattan. Je pense qu'il avait tout, en fait. Il avait une famille aimante. Son père était sans aucun doute exigeant et voulait qu'il réussisse. Il le poussait dans le sport et dans tout pour qu'il excelle. Mais à 30 ans, Tommy Jr. n'arrivait pas à garder un emploi. Alors, son père payait son appartement à Manhattan, ses voitures, ses adhésions à des clubs privés UP et lui versait une généreuse allocation hebdomadaire. Avec le temps, ses parents ont réduit son allocation. Il a 30 ans. Il reçoit des milliers de dollars par mois de ses parents. Eh bien, je pense qu'il a été question du fait que, en 2 ans, ses parents lui ont donné pratiquement 100 000 $, tu sais, et cela n'incluait même pas son loyer ou quoi que ce soit, les abonnements au club ou des choses comme ça. Penses-tu qu'il a été furieux quand son allocation a été réduite? Je suis sûr que oui. Je crois que ses parents étaient très inquiets à ce propos. Le matin du 4 janvier 2015, Thomas Gilbert Sr. a informé son fils de la dernière réduction, passant de 500 $ par semaine à 300 $. Vers 14h30 cet après-midi-là, Tommy Jr. a quitté son appartement de Chelsea et s'est dirigé vers Beekman Place, dans le nord de la ville. Il a pris le métro, vous savez, et il portait sa capuche et tout. Il avait un sac à dos. Et vous savez, il va chez ses parents avec une arme à feu. Il arrive, passe devant le portier sans dire un mot, monte au 8e étage, prend la suite de l'histoire à partir de là. Il sonne à la porte, sa mère ouvre.
Elle est très heureuse car ils n'avaient pas communiqué depuis 3 ou 4 mois. Tommy avait coupé les ponts avec eux. Maintenant, il est soudainement revenu. Je pense que Shelley était ravie. Qu'il pourrait y avoir un certain rapprochement. Exactement. Tu sais, peut-être que les choses vont s'améliorer. Et Tommy est entré et a dit « Écoute, tu peux nous laisser seuls, je dois parler affaires avec mon père. Tu pourrais aller m'acheter un sandwich et un Coca-Cola ?» Alors Shelley, tu sais, a obéi, a quitté la maison, est descendu, tu sais, dans le parc et a commencé à se promener. Shelley Gilbert est allée à l'épicerie du coin, mais a eu un mauvais pressentiment. Elle a soudain eu des doutes et a dit « J'espère que tout va bien. Il ne va pas devenir, tu sais, violent ou quelque chose comme ça. » Alors elle a fait demi-tour et est effectivement revenue quelques minutes plus tard. Elle monte au 8e étage. Ensuite, elle est très nerveuse. Elle fait les 100 pas dans le couloir, je crois, pendant 1 minute environ. Puis elle entre et l'endroit est complètement vide. Et elle entre dans la chambre. Et là, elle découvre, vous savez, que son mari, vous savez, a été abattu d'une balle dans la tête. Et elle comprend exactement ce qui s'est passé. Elle sait aussitôt que c'est Tommy. Ouais, elle appelle le 911. Tommy Gilbert Jr. avait fui les lieux. Le détective principal, Joseph Siriglano du NYPD, terminait son service lorsque l'appel est arrivé. Je suis à la brigade. C'est vers la fin de mon service. Je me prépare à partir. C'est le 14e anniversaire de mon fils et on rentre à la maison. Tu sais, je vais rentrer chez moi. On va manger du gâteau. Soudain, à la radio, 10 hommes blessés par balle. Une fois qu'ils ont confirmé, c'était à peu près tout. Je savais que j'allais rester là pendant les 4 prochains jours et l'enquête a commencé. Et je suis allé au Ving Beekman Place, là où l'incident s'est produit. Quand nous sommes entrés, il y avait une femme debout près de la table qui, j'ai appris, était Shelley Gilbert. Et elle était simplement assise à la table. Elle était bouleversée. Mais elle n'était pas hystérique, elle était très calme, elle était très bouleversée, mais elle était très directe. Et elle a dit « Mon mari est mort ». Et elle a dit « Mon fils a tiré sur mon mari ». C'est exactement ce qu'elle a dit, il n'y avait aucune hésitation. Nous sommes entrés dans la chambre et c'est là que nous avons vu l'homme. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été abattu alors qu'il était assis sur une chaise. Il avait une télévision à côté de lui. Le match de la NFL était en cours. Des éclaboussures de sang sur le plafond et sur le mur du fond. Et puis, au milieu de la scène de crime, le téléphone a sonné. C'est Tommy. Il passe un coup de fil à sa mère, alors qu'on est tous à table. Et elle prend très calmement le téléphone et dit « Hé, Tommy, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle a dit « D'accord. » Et on lui demande « Où est-il? Tu es à la maison? »« D'accord. »« D'accord, Tommy. » Et puis elle a raccroché le téléphone. Tommy Gilbert Jr. était dans son appartement. Sirigliano et son équipe ont foncé au centre-ville. À quelques rues de la scène du meurtre, Anna Rothschild sortait du cinéma et rallumait son téléphone. J'avais reçu environ 25 messages et je me suis dit « Quoi? Wow, qu'est-ce qui se passe? » C'était partout dans les infos à ce moment-là parce qu'il était en fuite, parce qu'il avait tiré sur son père et qu'ils étaient à sa recherche. Donc, il était quelque part dehors, armé. Tous mes amis disaient « Mon Dieu, il a tué son père. » Honnêtement, j'avais vraiment peur à ce moment-là parce qu'il savait où j'habitais. Pourquoi Anna Rothschild avait-elle si peur? Parce que peu de temps avant le meurtre, elle lui avait brisé le cœur. On l'avait prévenu que ce jour pourrait arriver. Il a dit « Un matin, on va te retrouver découpé en petits morceaux. » La femme qui est sortie avec le Golden Boy et les signaux d'alerte qu'elle n'a pas vus. Pour entrer dans l'esprit de ce tueur insaisissable, je voulais parler aux personnes qui connaissaient Tommy Gilbert Jr. de près. Aux yeux du monde, Anna Rothschild menait une vie glamour en tant qu'attachée de presse des célébrités. J'ai une vie sociale très active. Je sors beaucoup avec de nombreuses célébrités, à beaucoup d'événements très en vue. Mais les choses allaient se compliquer pour Anna lorsqu'elle croisa la route de Tommy Gilbert Jr. lors de la fête d'anniversaire d'un ancien élève de Princeton en décembre 2013. En fait, j'ai rencontré Tommy lors du dîner d'anniversaire d'une amie à moi. Il se trouvait assis à côté de moi et n'arrêtait pas de me parler. Il m'a demandé mon numéro de façon assez insistante et a commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages dès le lendemain matin. Il m'a invité à sortir et je me suis dit, pourquoi pas, c'est un bel homme.
Presque 2 décennies plus âgée que Tommy, Anna Rothschild ne cherchait rien de sérieux avec ce jeune homme, mais elle était prête à s'amuser un peu. Je veux dire, il était tellement beau qu'il aurait dû être mannequin pour Ralph Lauren ou Abercrombie et Fitch ou quelque chose comme ça. Donc, il semblait vraiment avoir le monde à ses pieds. Mais presque immédiatement, Anna a remarqué les bizarreries de Tommy. Avec le recul, elle dit qu'elle aurait dû les prendre plus au sérieux. Et puis, quand on a commencé à passer du temps ensemble, j'ai évidemment remarqué, puisque nous étions seuls, qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais je me suis dit, d'accord, il a juste une personnalité plus introvertie. Ça ne m'a pas inquiété à ce moment-là. Ce qui aurait dû m'inquiéter avec le recul, c'est le fait que son téléphone ne sonnait jamais, jamais. Il ne sonnait vraiment jamais. Un bel homme de 30 ans issu d'une famille influente de New York. Et personne ne l'appelait. Il s'avère qu'au moment où Anna l'a rencontré, Tommy Gilbert Jr. avait déjà coupé les ponts avec la plupart des gens. L'auteur John Glatt a documenté les antécédents de violence de plus en plus lourds de Tommy Gilbert Jr., y compris une agression contre un ami. Lorsqu'il a tué son père, il était encore sous enquête pour l'incendie criminel du manoir de son ami. C'était une maison historique du XVIIe siècle à Sagaponack. Je pense qu'il a incendié la maison vers 2 ou 3 heures du matin, puis il est allé s'asseoir près des tombes du cimetière voisin et a observé la maison brûler jusqu'à sa destruction totale. Et c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont changé, tu sais, et tout le monde savait qu'il l'avait fait. D'accord. Est-il allé en prison pour ça? Non. Une amie d'Anna en savait assez pour craindre pour elle. J'avais un ami qui était très inquiet que je traîne avec lui. Pour une raison quelconque, il voyait des choses que plusieurs d'entre nous ne voyaient pas, moi y compris. Il a dit « Un matin, on va te retrouver découpé en petits morceaux. » Et j'ai répondu « Ha !» Je croyais qu'il plaisantait, mais non. Anna a pris ça à la légère, et elle et Tommy ont continué à se voir jusqu'au printemps 2014. Quand Anna a rompu, elle dit que Tommy avait le cœur brisé. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un et que je ne voulais plus le voir, il a commencé à pleurer. J'ai juste trouvé ça extrêmement étrange pour un gars de 20 ans de moins, tu sais, qui était vraiment très beau. Je pensais qu'il sortirait sûrement avec des mannequins de Victoria's Secret ou de jolies jeunes filles. Quelques mois plus tard, juste avant le meurtre, Anna a de nouveau contacté Tommy. Il était venu dîner chez moi. J'avais aussi invité d'autres amis. C'était vraiment très décontracté. Je lui ai demandé à ce moment-là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Honnêtement, il semblait aller encore mieux. Il semblait un peu plus ouvert, un peu plus bavard à ce moment-là. Et c'était littéralement quelques jours avant qu'il tue son père. J'ai clairement un très mauvais radar puisque j'ai manifestement raté beaucoup de signes. Quelques semaines plus tard, Thomas Gilbert Sr. était mort. Anna a appris la nouvelle et a paniqué, craignant que Tommy ne garde encore rancune après leur rupture. Je suis rentrée chez moi en courant, heureusement dans un immeuble très sécurisé avec de nombreux portiers. Alors je suis rentrée chez moi, j'ai verrouillé ma porte et j'étais morte de peur à l'idée qu'à un moment donné, ils viennent et me fassent quelque chose. Mais Tommy ne venait pas pour Anna. Il était revenu à son appartement, déjà encerclé par le détective Sirigliano et une équipe du SWAT. Les gros bras sont là avec les boucliers et les grosses armes. Ils ont un genre de robot, ils ont utilisé un robot pour regarder par la fenêtre et ils l'ont vu. Et pendant ce temps-là, il était en train de demander des conseils juridiques. Il était au téléphone avec son avocat. C'était le moment pour nous d'entrer. Le mandat de perquisition a été exécuté. Le ZU entre dans l'appartement. Il lui ordonne de se mettre au sol. Tommy s'est mis au sol. À ce moment-là, ils lui ont passé les menottes. Ils me l'ont confié. J'ai attrapé Tommy et je me suis dit « Waouh, c'est un grand gaillard ». Thomas Gilbert Jr., âgé de 34 ans. Les médias new-yorkais se sont emparés de l'histoire d'un gosse de riche gâté et imbu de ses droits ayant tiré sur son père pour une question d'argent de poche. Surnommé le parricide de l'Ivy League, qui a tiré et tué son père. Les procureurs ont affirmé que l'accusé était en colère parce que son père millionnaire, Thomas Gilbert Sr., avait réduit l'argent de poche mensuel de son fils. C'est exactement ça. Un gamin qui est devenu très gâté et persuadé que tout lui était dû. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Et malheureusement, le mal s'en mêle parfois. C'est l'un de ces moments où le mal est intervenu. Un golden boy gâté et persuadé que tout lui était dû, un incendiaire paranoïaque, un meurtrier violent. Voilà le Tommy Gilbert Jr. dont nous avions entendu parler. Je voulais le rencontrer moi-même.
Nous lui avons demandé une interview et avons reçu une phrase griffonnée, écrite à la main, ressemblant plus à l'écriture d'un enfant qu'à celle d'un diplômé de Princeton. C'était notre premier indice que Tommy n'allait pas bien. Notre deuxième indice est arrivé en traînant les pieds dans la salle d'entretien de la prison. Comment vas-tu? Veuillez me rejoindre ici. Je suis David Scott de Court TV. Le Tommy Gilbert que j'ai rencontré là-bas était bien loin de ce qu'on appelait le Golden Boy. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Rejoignez-moi ici. Je suis David Scott de Court TV. Celui qu'on appelait autrefois le séduisant héritier d'un magnate des fonds spéculatifs, le Golden Boy, était maintenant, voyez par vous-même. D'accord, tout le monde est prêt? Le chrono démarre à 10h15. Merci de me parler aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons vraiment essayer de comprendre l'état d'esprit et les motivations derrière vos actions dans cette affaire. Vous êtes resté silencieux toutes ces années et il semble que vous soyez quelqu'un de très réservé. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui pour nous parler? Je veux simplement présenter mon cas, ma défense de base, et donner un aperçu les faits à l'origine de mon affaire. Et pourquoi? Pourquoi maintenant? Peut-être dès que possible. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le rencontrer avant. Je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de tout ce récit médiatique du Golden Boy en proie à une colère de privilégié qui s'est imposée presque immédiatement où tu es présenté comme ce, homme-enfant, gâté de 30 ans. Ça me paraît très simplifié. Qu'est-ce que cette narration oublie selon toi? Je vais aussi résumer les histoires derrière tout ça. Je pense que cette narration passe à côté de beaucoup de faits concernant l'affaire. Je pense qu'ils essaient de montrer mon innocence. Vous vous considérez comme innocent. Vous maintenez votre innocence après toutes ces années? Je vois. Je ne pensais pas que Tommy dirait avoir été condamné à tort. Après tout, sa culpabilité est certaine, confirmée par sa propre mère quelques minutes après la fusillade. Bonjour madame, on a tiré sur votre mari? Oui. Il y a combien de temps? Probablement il y a 10-15 minutes. Par qui? Mon fils, il est cinglé, mais je ne savais pas qu'il l'était à ce point. À voir son apparence négligée et son odeur, Gilbert semblait soit avoir renoncé à la vie, soit avoir sombré dans la folie. Je voulais me pencher sur son enfance, espérant amener Tommy à s'ouvrir sur sa vie, ses difficultés et à avouer le meurtre de son père. Il y avait en effet de nombreuses descriptions de votre enfance privilégiée. Mais aucune ne venait de vous-même. Comment décririez-vous votre enfance, monsieur? Je pense qu'elle était bonne, plutôt saine dans l'ensemble. Je pense que j'ai eu une bonne enfance. Ça devait te sembler normal, mais tu es né dans ce monde de l'Upper East Side et son équivalent à la campagne, à l'est de Long Island. Tu dois bien savoir à quel point ce monde est privilégié, non? Oui. Oui. Eh bien, quand tu regardes en arrière, à quoi ça ressemble pour toi, ce monde un peu élitiste, celui des riches mondains de New York? J'ai juste eu une éducation normale. Je pense que, comme tout le monde, on va à l'école et on fait des choses normales. Est-ce que tu étais conscient de tes privilèges en grandissant? Non, je ne pense pas. Je crois que je considérais tout comme une vie assez normale. Y avait-il quelque chose qui te manquait pendant que tu grandissais? Non, pas vraiment, pas vraiment. D'habitude, c'est la partie facile de mes entretiens avec des tueurs. Mais Tommy Gilbert voulait à peine parler de son enfance et de la façon dont un grand privilège s'accompagnait d'une pression énorme. Je sais que l'une des choses que les gens ne voient pas de l'extérieur, ce sont les énormes attentes imposées aux enfants dans ce monde-là. C'est juste, oui? Oui. Beaucoup diront, c'est un problème de privilégiés. Mais je sais que les enfants dans ce monde-là se sont effondrés sous le poids des grandes attentes de leurs parents et de leur communauté. N'est-ce pas?
Est-ce que c'était difficile pour toi de supporter ces attentes parfois en grandissant? Non, je ne pense pas. Tommy ne voulait pas ou ne pouvait pas me livrer quoi que ce soit de tout ça. Alors, je suis passé au chapitre suivant de son histoire, celui où les choses ont commencé à mal tourner. Extérieurement, tu avais tous les attributs qui semblaient presque garantir le succès dans ce monde, mais tu avais aussi autre chose en grandissant, d'après les dossiers. Quelque chose d'autre ici, entre tes oreilles. C'était dans un bus en 6e, as-tu dit plus tard. Tu t'es rendu compte pour la première fois que ton esprit glissait ou dérivait dans ce qui ressemble à un état de détachement. Tu t'en souviens? Non, je ne crois pas. Tu étais dans le bus. Plus tard, tu as dit à l'un de tes médecins « Je ne me sentais pas moi-même ». Cela ne m'était jamais arrivé. J'ai tout de suite perdu mes compétences sociales, ce qui était inquiétant. Heureusement, mon ami à côté de toi écoutait de la musique, donc nous n'avions pas à parler. Tu avais environ 11 ans, ça te dit quelque chose? Je ne pense pas, non. Encore une fois, très peu ou pas de réponse de la part de Tommy, et maintenant, il est clair que l'entretien tourne mal. Mais pourquoi? Est-ce qu'il se retient ou est-il tout simplement trop dérangé pour participer? Après tout, la maladie mentale était profondément ancrée chez Tommy Jr. et dans la famille Gilbert. Il y avait de la folie des deux côtés de la famille. Son grand-père maternel, Wilton Ray, qui a eu beaucoup de succès, a sauté par la fenêtre du 4e étage d'un hôpital psychiatrique au début des années 60 et s'est suicidé. Et il y avait aussi des problèmes mentaux du côté de son père. Je pense qu'il y avait quelque chose qui se transmettait dans la famille à ce niveau-là. L'auteur John Glad a découvert qu'un combat se déroulait dans la tête de Tommy Gilbert Jr. bien avant qu'il ne tue son père. Il a développé une peur de la contamination et pensait que son père le contaminait. Il pensait que son père lui volait son âme. Mais c'est ce qu'il a dit au psychiatre, vous savez, et qu'il a développé une peur et une haine complètement irrationnelles envers son père. Il existait aussi une dynamique à l'œuvre dans l'esprit de ses parents. Il est difficile de ne pas voir ces anecdotes comme des signaux d'alarme de problèmes psychiatriques, n'est-ce pas? Je pense qu'une partie du problème, c'est que ses parents refusaient d'admettre qu'il avait un problème mental, tu vois. Ils ne voulaient vraiment pas. Pourquoi? Pourquoi ne l'auraient-ils pas fait? Je crois que c'était une question de stigmatisation ou qu'ils refusaient de l'accepter. De nombreux parents peinent à équilibrer traitement, autorité bienveillante et repos pour un enfant malade. Mais le cas des Gilbert était extrême et de plus en plus dangereux. Vous avez commencé, vous l'avez dit à vos médecins encore une fois, à faire des rêves où votre père vous harcelait de façon sadique et vice-versa. Vous vous souvenez de l'un de ces rêves? Les yeux de Gilbert fuyaient maintenant, refusant de croiser les miens. Son esprit semblait aussi insaisissable que jamais. Mais il était temps d'aborder le cœur du problème, sa perception de son père et de sa propre santé mentale. Dans ton esprit, quand tu y repenses maintenant, est-ce que tout allait bien? Je suis sur une corde raide lors d'un entretien avec un tueur. C'est la première fois en 10 ans que le public peut le voir et l'entendre parler du meurtre de son père, qu'il a autrefois aimé. Mais il commence à perdre patience, et moi, je manque de temps. À cette époque, vous avez commencé, vous l'avez dit à vos médecins, à faire à nouveau des rêves où votre père vous harcelait de façon sadique et vice-versa. Vous rappelez-vous un de ces rêves? Pas à ce moment-là, non. Vous vous souvenez? Vous souvenez-vous avoir fait des rêves à propos de votre père? Non. Non. Une hostilité croissante envers votre père? Pas à cette époque-là. À Princeton, où plusieurs générations de sa famille avaient étudié, Tommy Gilbert Jr. a vu sa maladie mentale s'aggraver. Un psychiatre a suggéré qu'il soit hospitalisé, mais Tommy a refusé, et au lieu de le faire interner, ses parents l'ont envoyé en vacances de plongée et de surf. Eh bien, sa mère disait toujours que, vous savez, on ne pouvait retenir quelqu'un de force dans un hôpital psychiatrique que pendant 3 jours, et après cela, ils pouvaient sortir de leur propre chef. Donc, ils étaient toujours inquiets à l'idée de vraiment le placer dans un établissement, puis qu'il en ressorte et qu'il leur en veuille encore plus, vous voyez. Donc, c'était vraiment un problème. Au fil des années, les médecins ont diagnostiqué à Tommy un trouble obsessionnel compulsif, un trouble bipolaire, une schizophrénie.
Mais au moment où il a obtenu son diplôme de Princeton, il refusait de prendre ses médicaments. Il refusait simplement de prendre ses médicaments. Et il s'automédiquait aussi avec beaucoup d'hallucinogènes, de cocaïne, de marijuana, ce qui, à mon avis, n'a rien arrangé non plus, tu vois? Et chaque fois que Tommy dépassait les bornes et enfreignait la loi, les Gilbert intervenaient avec leur argent et leur influence. Il semble qu'il y ait eu une tendance à protéger Tommy des conséquences. Absolument. Je veux dire, ils avaient un très bon avocat qui, vous savez, savait comment étouffer les affaires, vous voyez? Et pensez-vous que, dans ce processus, ils ont involontairement encouragé les futurs crimes de Tommy? J'imagine que oui. Je veux dire, c'était comme s'il pensait qu'il pouvait s'en sortir, vous voyez, et il l'a fait à ce moment-là. Pendant tout ce temps, ses parents ont continué à avoir de grandes attentes de réussite. Et à mesure que l'état mental de Tommy se détériorait, il s'est retourné contre la seule personne dont il dépendait le plus. Il a vraiment, vous savez, développé cette image de son père comme étant une sorte de sorcier maléfique qui le contrôlait, lui volait son âme, vous savez, lui volait tout ce qu'il avait. Voici comment il voyait son père. Ce qui montre à quel point il était mentalement dérangé. Il se regardait dans le miroir et son visage devenait celui de son père, ce qui est, je veux dire, effrayant. Dans un rêve, tu donnais des coups de pied à ton père et tu lui criais d'arrêter de te menacer. Tu as dit à ton psychiatre de l'époque que jusqu'à ce moment-là, tu adorais ton père. Est-ce que quelque chose a changé? Je doute de la véracité de cette histoire. Et en quelque sorte, ce rêve est faux. Eh bien, tout cela est basé sur le dossier qui s'appuie sur les rapports de votre traitement médical par plusieurs psychiatres. Non? Je suppose que oui. D'accord. D'accord. Tu entres dans l'adolescence et tes parents ont noté un changement chez toi. Citation. Moins facile à vivre, plus renfermé, se lave continuellement les mains. Tu te souviens de tout ça? Non. Dans ton esprit, quand tu y repenses maintenant, est-ce que tout allait bien? Oui, tout allait bien, une vie assez normale. Vraiment? Intérieurement, tout allait bien. Tu avais toute ta tête. Tu as dû avoir un stress considérable. Puis-je parler à SP2? Pardon? À peine 10 minutes, Tommy Gilbert Jr. n'en pouvait déjà plus. Je suis désolé. I'm sorry. Vous demandez à parler à un des officiels ici? Oui? Oui? Oui. D'accord. L'entretien était terminé. Mais cette fin soudaine m'a rendu encore plus curieux et déterminé à en savoir plus sur ce tueur insaisissable. Te souviens-tu d'avoir fait des rêves à propos de ton père? Non, non. Pas à ce moment-là, non. Et ensuite? Ses yeux ont l'air vraiment étranges. Des pupilles en tête d'épingle. Je ne sais pas, on dirait qu'il n'est pas là. Nous avons montré à l'auteur John Glatt ce qui s'est passé. Comment décririez-vous votre enfance, monsieur? Je pense qu'elle était bonne, assez saine dans l'ensemble. J'ai eu une bonne enfance. Regardez-le. Longue barbe. Les gens sont captivés par le mythe du Golden Boy. Comment se fait-il que ce gamin à qui le monde semblait promis ait pu, vous savez, tuer l'homme qui a rendu tout cela possible, son propre père? Je veux dire, ça a fait la une des journaux pendant longtemps. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, vous voyez? Le parricide est probablement l'un des crimes les plus horribles qui soient. Et ainsi commence l'affaire et le débat. Tommy est-il mauvais, fou ou les deux? Un mois après son arrestation, Tommy Gilbert Jr. a comparu pour répondre à des accusations de meurtre. Sa défense, la folie. J'ai vu énormément de personnes qui ont tué. 1 ou 2 par an. Je veux dire, statistiquement, on peut presque dire que, vous savez, les parents sont en quelque sorte la cible la plus probable. Une cible évidente de leur rage, de leur confusion ou de leur paranoïa. Le psychologue légiste, le docteur N.G. Burrell, a évalué de nombreux meurtriers très médiatisés, comme le tueur en série Joel Rifkin et Colin Ferguson, qui a ouvert le feu à bord d'un train du Long Island Railroad. Il dit que lorsqu'un accusé semble souffrir de troubles mentaux, la première question est toujours la même. Sont-ils aptes à être jugés?
S'ils entrent dans un tribunal, comprennent-ils la procédure? Vous savez, comprennent-ils les accusations? Peuvent-ils discuter de manière significative de leur défense avec leur avocat? La question de l'aptitude de Gilbert à comparaître retarderait son procès de plusieurs années, et John Glatt était présent dans la salle d'audience pendant toute la procédure. L'accusation organisait des rencontres avec des psychiatres pour lui, et il refusait de les rencontrer. Cela retardait les choses encore et encore. Et le juge devenait de plus en plus frustré par son manque de coopération, vous voyez? Pensez-vous qu'il était apte à être jugé? Non, pas du tout. Non, j'ai assisté à toutes les audiences du procès, et je doute qu'il sache où il était la plupart du temps. Vous voyez? Finalement, cependant, le tribunal a jugé Tommy apte à comparaître. En 2019, plus de 4 ans après le meurtre, le procès a commencé. Les avocats de Tommy ont plaidé la folie. Ils ont évoqué la schizophrénie, la paranoïa, un homme qui, au moment où il a appuyé sur la gâchette, ne comprenait pas que ce qu'il faisait était mal. Les procureurs ont présenté des preuves de préméditation contredisant la santé mentale de Gilbert. Tout a commencé des mois avant le meurtre, quand Tommy a acheté une arme à feu. Il est allé sur Facebook pour explorer un peu le marché des armes à feu. Oui, et il a trouvé ce type dans l'Ohio et a dû conduire jusque-là pour obtenir une arme parce qu'il ne pouvait pas en avoir une à New York. Penses-tu qu'à ce moment-là, il avait déjà commencé à planifier le meurtre de son père? Je ne sais pas, mais je pense qu'il était simplement très paranoïaque. Des gens étaient après lui. Ce qui est aussi un signe de la dégradation de son état mental. Absolument, oui. Le jour du meurtre, Tommy a habilement manœuvré pour faire sortir sa mère de l'appartement sous un faux prétexte. Cette demande de sandwich et de coca était peut-être déjà révélatrice. Tu sais, c'était une tactique en soi, non? Oui, parce qu'ils n'avaient sûrement jamais de Coca-Cola à la maison. Donc, elle devait sortir pour en acheter. Puis après la fusillade, elle a mis en scène le lieu du crime. Tommy a mis le pistolet sur la poitrine de son père pour simuler un suicide. Tu veux faire croire que ton père s'est suicidé? Ce n'est pas vrai. La répartition du sang et tout le reste ne se sont simplement pas passés ainsi. Et enfin, quitter les lieux et appeler immédiatement un avocat pénaliste. L'accusation a soutenu que tous ces actes étaient ceux d'un homme qui sait ce qu'il fait et sait que c'est mal. Par exemple, si après avoir tué son père, il était resté dans l'appartement, on l'aurait trouvé dans un coin en train de pleurer ou de se mutiler. Cela nous amènerait à une conclusion très différente. Au lieu de retourner dans son appartement et d'appeler son avocat pénaliste. D'accord, c'est une chose très logique à faire. Il est malade mentalement, mais il reste pénalement responsable. Les deux choses peuvent être vraies. Absolument. Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'accusation a appelé à la barre quelqu'un qui avait vu Tommy quelques jours avant le meurtre pour témoigner qu'il semblait parfaitement maître de ses facultés. Le procureur voulait prouver qu'il n'était pas fou. Et le fait qu'il était dans mon appartement quelques nuits avant que cela n'arrive, il est venu, il était bavard, il a parlé à d'autres personnes, il savait où il était, il a commandé des sushis. Vous savez, c'était une interaction très, très normale avec lui. Ce n'est pas comme s'il parlait tout seul ou qu'il agissait de façon paranoïaque ou folle. Et pendant tout ce temps, Tommy se sabotait lui-même, contredisant ses avocats en pleine audience. Il a saboté sa propre défense tout au long du procès. À plusieurs reprises, vous savez, il s'adressait directement au jury en plein milieu du procès, vous voyez, et demandait un nouveau procès. Et le juge devenait de plus en plus frustré. Je veux dire, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Tu veux dire qu'au tribunal, il se levait et commençait à parler au jury? Pendant le procès, oui, oui. Et il y a eu un moment où, tu sais, le juge a entendu le jury, puis a ordonné à Tommy de quitter la salle d'audience. Il a refusé et a été traîné hors de la salle. Je veux dire, c'était incroyable ce qui se passait, tu sais. Il n'était même pas dans la même salle d'audience quand je l'ai vu. Tu sais, il était ailleurs, dans un autre monde. Mais il y avait une personne dans la salle d'audience qui croyait du plus profond d'elle-même que son fils devait être à l'hôpital, pas en prison. La femme qui avait perdu son mari et qui se battait maintenant pour ne pas perdre son fils, Shelly Gilbert. Et je parlais à Shelly au téléphone. Elle me parlait et se confiait, et elle me disait aussi qu'il est fou, il est fou. Il est fou, il est fou.
Je ne voyais pas ça. Je lui ai dit, Shelly, tu te rends compte? J'ai dit, je suis le détective. Je travaille pour l'accusation. Je comprends ce que tu dis. C'est vrai. J'ai aussi été honnête avec elle. J'ai dit, je crois que Tommy a vraiment besoin d'aide. Mais au fond de moi, je sais que ton fils a tué ton mari parce qu'il l'a tout simplement fait. Absolument. Oui, elle était présente à chaque audience en disant à quel point son fils était malade, qu'il avait besoin de soins et que, tu sais, le monde judiciaire ne lui rendait pas justice, pas du tout. Tu lui parlais à ce moment-là? Oui. Eh bien, je veux dire, tu sais, il y avait beaucoup de temps mort pendant qu'on attendait que Tommy arrive, tu sais, des heures dans le couloir devant la salle d'audience. Et Shelly disait, tu sais, qu'elle l'avait vu à Rikers. Il allait de plus en plus mal. Elle était vraiment en train de s'arracher les cheveux. Mais le jury n'acceptait pas l'argument de la folie. Vous devez être capable de démontrer que la personne n'a pas pu former l'intention de commettre le crime et qu'elle ne comprend pas ou n'a pas compris le caractère répréhensible de son acte. On dirait que la barre est très haute. La barre est très haute. Je pense que les jurys détestent la notion de folie. Ils n'aiment pas entendre parler de ça, surtout si le crime était violent, sanglant et choquant. Ils refusent que cette personne aille à l'hôpital et veulent la voir en prison. Après un procès de 5 semaines, le vendredi 28 juin 2019, Tommy Gilbert Jr. a été reconnu coupable et condamné à une peine de 30 ans à perpétuité. Ce soir, un jury du Lower Manhattan a reconnu coupable Thomas Gilbert Jr., âgé de 34 ans, du meurtre de son père fortuné. Ma réaction au verdict, j'étais content pour Monsieur Gilbert. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'entendais dans ma tête. Et il voulait, vous savez, il avait besoin que Tommy aille en prison pour ça. Il fallait qu'il soit puni. Le procureur, vous savez, on n'était pas en train de se féliciter. C'était une affaire très triste. C'était terrible de voir cette famille traverser ça. Tommy Gilbert Jr. est à présent détenu au centre correctionnel de Clinton à Dannemora, dans l'État de New York. Nous avons demandé à ceux qui ont suivi son affaire leur avis sur cette première apparition en disant « Est-ce un homme qui sombre dans la folie ?» La déchéance de Tommy Gilbert Jr. avait commencé il y a des années, alors que ses avocats et les procureurs débattaient déjà de sa santé mentale. 10 ans après son incarcération, il semble n'être presque plus qu'une coquille vide, un spectacle choquant pour ceux qui savent à quel point il est tombé bas. D'après le dossier qui s'appuie sur les rapports de plusieurs psychiatres sur votre traitement médical. Vous non. Triste? Je veux dire, voir quelqu'un, vous savez, se détériorer presque sous vos yeux. Vous savez, je l'ai observé pendant 5 ans au tribunal, et c'était déjà assez dur. Mais le voir comme il était ici, vous savez, c'est horrible. Je n'arrive pas à croire qu'il soit encore dans le système carcéral et qu'il ne soit pas soigné. Qu'est-ce que vous pensez que sa mère dirait en voyant ça? J'ai beaucoup de peine pour elle. Je ne sais pas. Elle dit qu'elle lui rend visite, donc elle doit le voir ainsi. Je ne vois pas la même personne. Ce n'est pas la même personne que je connaissais. Il ne ressemble pas à lui-même et il ne parle plus comme avant. C'est très triste. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment triste. Je trouve aussi dommage qu'il ne reçoive pas l'aide dont il a besoin. Parce qu'évidemment, il souffre de troubles mentaux et ils ne vont pas l'aider en prison. Je pense que c'était une situation tellement tragique pour toute la famille. Je veux dire, sa pauvre mère qui a perdu son mari et son fils en une seule journée. Est-ce que c'était un problème pour vous? Est-ce qu'il y avait cette dynamique chez vous? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Non. Il n'est pas alerte. Il n'est pas vraiment intéressé par le monde extérieur. Je doute qu'il parle à qui que ce soit. Je pense qu'il reste probablement assis tranquillement pendant des heures sans communiquer avec personne. Et quand il le fait, ce sont des mots isolés, des phrases courtes, il se détériore. La psychologue judiciaire, Dr. N.G. Baril, voit dans notre entretien un homme qui s'est enfoncé davantage dans les limbes. Je pense que cette histoire n'est pas vraie. Je veux dire, si vous comprenez l'idée qu'il souffre de troubles mentaux, les sujets mis sur la table sont des choses pour lesquelles il n'est tout simplement pas équipé pour discuter dans un échange ou être remis en question.
Il bouge ses lèvres. C'est un signe d'anxiété. C'est un signe révélateur. C'est un signe révélateur. Et, tu sais, c'est une bonne chose qu'il ne soit pas très agressif. Ou facilement agité ou impulsif, parce que tu te serais déjà pris un coup de poing en pleine figure. Ça aurait très bien pu arriver. C'était juste de la colère contenue de sa part. Je pense que oui. Son niveau d'anxiété augmentait. Et c'est pour ça qu'il a appelé au secours, pour que quelqu'un vienne le sauver et le sortir de cette pièce. Parce que ce n'est pas de ça qu'il voulait parler. Vous savez, il voulait juste faire une déclaration du genre. Vous savez, en gros, je pense que tout le monde s'est trompé. Je n'ai pas tué mon père. Vous savez, et c'est tout. Je veux dire, certaines personnes aiment jouer avec un intervieweur. Elles adorent l'attention. Lui, ce n'est pas son cas. D'après ce que vous avez vu, doutez-vous de sa maladie mentale? Il n'y a aucune raison d'en douter. Il ne simule pas. Je ne pense pas qu'il simule. Et il ne disait pas des choses vraiment folles. Il ne jouait pas la comédie. C'est tout le contraire de la simulation. Quand quelqu'un simule, il fait semblant d'être fou, il tombe par terre ou il dit des choses insensées. Et là, tu te dis, quoi? Je pense qu'il essayait d'être normal. Je pense qu'il est probablement bien plus malade qu'il ne l'était, tu sais, au moment où le crime a été commis. Et tu sais, la prison n'est pas l'endroit où tu vas pour aller mieux. Shelley Gilbert a refusé d'être interviewée pour ce programme, mais elle se bat toujours. Elle espère toujours faire transférer son fils dans un hôpital psychiatrique. Sa mère croit toujours qu'il n'a pas sa place en prison, mais dans un établissement psychiatrique. Oui, elle pense qu'il devrait être à l'hôpital pour être soigné et non en prison, vous savez, avec des criminels endurcis, moi aussi. Et voir votre interview avec lui et constater à quel point il s'est encore plus détérioré que lorsque je l'ai vu il y a 5 ans, c'est juste effrayant pour moi de voir ce qui s'est passé, comment il dépérit là-bas, vous savez. Le départ soudain de Gilbert a soulevé de nouvelles questions sur ce tueur insaisissable et fuyant. M'a-t-il échappé pour éviter de donner des réponses? Ou s'était-il simplement trop enfoncé dans l'oubli pour pouvoir en donner? Et ces réponses seraient-elles désormais à jamais enfermées ici, dans l'esprit déclinant de celui qui fut autrefois le Golden Boy?